L'allée était glissante de givre quand je me suis garée. Je m'attendais à moitié à voir la lumière du porche allumée, peut-être une couronne accrochée à la porte, une musique douce filtrant par la fenêtre du salon. Mais non, la maison semblait abandonnée, aucune lumière, aucune chaleur, juste le silence qui pressait contre les vitres. Je suis restée un instant dans la voiture, à fixer les fenêtres obscures, me demandant si je ne m'étais pas trompée de date. Mais non, 24 décembre. La veille de Noël. Je devais être chez moi. J'ai attrapé mon sac, monté les marches, et trouvé la clé de secours exactement là où elle avait toujours été, sous cette grenouille en céramique fêlée que mon père disait toujours trop laide pour qu'on la vole. Je suis entrée, m'attendant à entendre des voix, sentir des odeurs, quelque chose. Mais il n'y avait que le léger bourdonnement du réfrigérateur et le cliquetis discret du chauffage qui peinaient à se mettre en marche. La lumière de la cuisine était allumée, pâle et jaune. À la table, courbé sur un sandwich comme s'il risquait de s'effondrer s'il mâchait trop fort, était assis Grand-Pa Alden. Il a levé les yeux en m'entendant, le regard fatigué mais bienveillant. « Tu es là ?» a-t-il dit, comme si j'étais en retard à un rendez-vous. « Où est tout le monde ?» ai-je demandé, en laissant tomber mon sac près de la porte. Il a fait un signe de tête en direction du frigo. « Ils t'ont laissé un mot. » Je suis allée voir, déjà mal à l'aise. Scotché sur la porte, un morceau déchiré de papier à carreaux, avec l'écriture familière et penchée de ma mère en majuscules, précipité. Utilisez ton argent pour investir en bourse. On t'expliquera plus tard. Surveille Grand-Pa. Je suis restée là, à la lire encore. Et encore. À chaque fois, ça frappait plus fort. 24 000 $. Disparu. 4 ans d'économie, des doubles vacations, des week-ends annulés, des dîners sautés. Tout envolé en un seul mot scotché sur le frigo. Je me suis assis en face de Grand-Pa, tenant toujours le papier comme une preuve de crime. Ils sont partis à Maui, a-t-il dit doucement. Hier matin. Je n'arrivais même pas à parler. Je croyais qu'ils avaient peut-être reçu quelque chose de ta part, a-t-il ajouté, remarquant que l'enveloppe avait disparu. J'ai secoué la tête. Non. Je n'ai rien envoyé. J'ai ouvert le frigo, une demi-miche de pain, des condiments, une bouteille de tonique. Pas de lait, pas de reste. L'évier était plein de vaisselle sale, et un dernier avis de coupure de la compagnie d'électricité traînait, non ouvert, près du grille-pain. Tu as mangé autre chose que ça, ai-je demandé, en désignant son sandwich. Il a baissé les yeux vers le sol. J'ai pas réussi à manger grand-chose d'autre cette semaine. Ma poitrine me brûlait, mais je suis resté silencieux. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai jeté le mot sur le comptoir et je me suis tourné vers lui. D'accord, ai-je dit. D'abord, on va te préparer un vrai repas. Ensuite, je vais découvrir jusqu'où ça va. En sortant mon téléphone, je savais une chose, ce n'était plus seulement une question d'argent. J'ai préparé à Grand-Pa Alden du porridge avec des pommes et du miel, comme il me le faisait quand j'étais petit. Il a mangé lentement, mais il a fini tout le bol, me remerciant comme si je lui avais servi un dîner de fête. J'ai débarrassé la table et lancé le lave-vaisselle, en faisant semblant que mes mains ne tremblaient pas. Je ne voulais pas encore penser à l'argent. Pas tant qu'il avait encore faim. Pas tant que la maison restait aussi froide. Mais quand je me suis assis avec mon ordinateur portable et que je me suis connecté à mon compte en banque, la vérité m'a sauté aux yeux en chiffres. Dernier virement, il y a 3 jours. Destination, un compte de courtage que je ne connaissais pas au nom de mes parents. Solde, 0. 24 000 $. Disparu. J'ai refermé l'ordinateur et je me suis renversé en arrière, fixant le plafond comme si la réponse se trouvait là-haut. Mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des souvenirs. J'ai commencé à économiser quand j'avais 16 ans. Papa venait de perdre son travail au garage, et les heures à temps partiel de maman au magasin de loisirs créatifs suffisaient à peine pour les courses. J'ai postulé au dîner en bas de Maple, puis j'ai pris un deuxième service à la laverie le week-end. Pendant que mes amis allaient au match de foot et dansaient sous des serpentins en papier au bal de promo, moi, je nettoyais les filtres à peluche et comptais les pourboires dans la salle de pause. Pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que je ne voulais pas qu'on coule. Je me souviens du jour où j'ai ouvert mon premier compte épargne. J'ai tendu à maman le dossier avec le numéro de compte, fière et épuisée après mon 6e week-end consécutif de double shift. Elle a souri et dit, les banques profitent des jeunes. Transfère-le simplement sur notre compte familial. Je le garderai en sécurité jusqu'à ce que tu en aies besoin. J'ai hoché la tête. Je l'ai cru. Chaque mois, j'envoyais 5 cents, puis 6 cents,
puis 8 cents. Quand j'ai pris plus de garde à l'hôpital, j'ai renoncé aux vacances. Je conduisais une voiture qui toussait à chaque virage à gauche. Je vivais de riz, de haricots et de fierté. Et chaque fois que je doutais, je me disais, c'est comme ça qu'on devient libre. Lentement. Silencieusement. À ses propres conditions. Lyrique n'a jamais eu à penser comme ça. Elle avait 6 ans de moins, mais c'était comme si elle vivait dans une autre version de notre maison. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu un sac à dos d'occasion et une pile de factures. Quand elle a eu 16 ans, elle a eu un nouveau téléphone et un gâteau glacé avec son prénom en lettres cursives. Elle n'a jamais eu besoin de travailler. Elle ne s'est jamais demandé combien coûtait quelque chose. Elle n'a jamais proposé d'aider quand je cumulais grippe, examen et shift à rallonge. Elle est plus sensible, disait toujours maman. On ne veut pas la surcharger. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Que j'étais la forte. Que certains portent plus parce qu'ils le peuvent. Mais maintenant, assise dans une maison sans guirlande de Noël, sans famille et sans argent, je me demandais si je n'avais pas porté des choses qui n'auraient jamais dû être les miennes. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce, vers grand-père, endormi dans son fauteuil, puis vers l'enveloppe que j'avais scellée, avec nos relevés bancaires à l'intérieur. J'ai rouvert mon ordinateur portable pas pour vérifier les dégâts, mais pour commencer à les traquer. Chaque retrait, chaque date, chaque mensonge. Parce que s'ils pensaient pouvoir tout prendre et appeler ça de l'amour, ils allaient découvrir ce qu'il me restait encore. Je me suis réveillée au son de la toux de grand-père dans la pièce d'accent grave côté rauque et faible, comme si ses poumons essayaient d'évacuer la poussière. Je me suis enroulée dans une couverture et suis allée dans le couloir. Il était déjà dans la cuisine quand j'y suis arrivée, appuyé lourdement sur le comptoir en remplissant un verre d'eau. Ses mains tremblaient tellement que le verre a failli lui échapper. Je l'ai doucement pris de ses mains, l'ai aidé à s'asseoir à la table et j'ai essayé de garder un visage neutre. « Tu as pris tes médicaments du matin ?» ai-je demandé. Il m'a regardé comme si je venais de lui rappeler quelque chose qu'il n'avait pas envie d'admettre. « Je n'en ai plus depuis 2 jours, a-t-il dit doucement. J'ai demandé à Lyrique de les récupérer, mais elle a dit qu'elle était occupée. J'ai ouvert le placard de la cuisine où on gardait son pilulier. Vide. J'ai vérifié les tiroirs. Rien. L'avis de renouvellement de la pharmacie était posé, non ouvert, sous une pile de prospectus du supermarché, son nom imprimé proprement sur l'étiquette, la date de retrait entourée en rose, il y a 5 jours. Mon estomac s'est serré. Pendant que grand-père sirotait son eau, j'ai traversé la maison, prenant des notes mentales. L'évier était plein de vaisselle incrustée. Le frigo contenait 2 yaourts périmés, un pot de cornichons et 3 boîtes de plats à emporter, vieux de plusieurs semaines. Le pain était moisi, dans le compotier, une seule orange ratatinée. J'ai trouvé des factures impayées empilées près de la porte d'entrée. Une enveloppe marquée avis final en rouge. Lyrique était passé par là. Sa veste était encore accrochée au porte-manteau, sa trousse de maquillage posée sur le comptoir de la salle de bain. Mais l'attention, ça manquait cruellement. J'ai vérifié la chambre d'amis où elle restait parfois quand elle gardait grand-père. Le lit était fait, mais il y avait des emballages de snacks sur le sol et une bouteille de vin vide sous la table de nuit. Je me suis rassis à côté de grand-père, j'ai rouvert mon ordinateur et j'ai parcouru les 6 derniers mois d'activité bancaire. Le schéma était subtil, toujours quelques centaines, parfois moins. Des courses qui ne ramenaient jamais de provisions. Des « urgences familiales » notées dans les libellés des virements. Puis, plus récemment, des retraits plus importants, l'un marqué « opportunité d'investissement », un autre « confirmation de vol ». Je ne reconnaissais pas la moitié, mais les dates coïncidaient trop bien. Ils avaient pris l'argent lentement au début, puis plus vite. Puis d'un seul coup. « Je suis désolé, Mera », a dit grand-père doucement. J'aurais dû dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Je me suis tournée vers lui. « Tu savais qu'il prenait ton argent ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Pas au début. Quand ils ont lancé les travaux de rénovation de la cuisine l'année dernière, ils m'ont dit que ce n'était qu'un prêt. Qu'ils me rembourseraient tous les mois. Mais il y avait toujours une excuse, les frais de scolarité de Connor, la voiture de Lyrique. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de demander. La douleur s'installa derrière mes côtes vives et familières. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il s'était aussi servi de lui. Main douce. Confiance ancienne. J'ai tendu la main à travers la table et pris la sienne dans la mienne. Alors, on arrête de demander, ai-je dit. Et on commence à protéger ce qui reste. Il acquiesça, lentement, avec détermination,
pendant que j'ouvrais l'enveloppe en craft et étalais la première page des relevés sur la table de la cuisine. Je ne les ai pas appelés, pas quand j'ai vu le transfert de courtage, pas quand j'ai réalisé que les ordonnances de grand-père étaient en retard de 5 jours, pas quand j'ai trouvé l'avis de découvert glissé sous un bon de réduction pour Red Lobster sur le comptoir. Ça n'aurait servi à rien. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Ils comptaient sur moi pour l'accepter, pour soupirer et réparer les dégâts comme je l'avais toujours fait. Au lieu de ça, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur et je l'ai intitulé « Gestion des crises ». Chaque reçu, chaque transaction bancaire, chaque transfert a été enregistré. J'ai pris des photos du frigo, du pain moisi, des avis de coupure. J'ai scanné les alertes de la pharmacie de grand-père, les factures d'électricité, et le bordereau de retrait d'ordonnance encore accroché au sac que Lyric n'avait jamais ouvert. J'ai capturé des captures d'écran des messages de ma mère, des phrases comme « On est tous ensemble dans cette galère » et « Tu es tellement responsable ». C'est inspirant. Et je les ai ajoutés au dossier. Quand j'ai terminé, j'ai envoyé un mail à Rachel. Elle a répondu dans l'heure. Elle avait toujours eu ce sixième sens pour savoir quand je n'allais pas bien. À la fac, elle était la seule à avoir remarqué quand j'avais perdu 5 kilos pendant les partiels ou quand je sautais le dîner 3 soirs d'affilée. Aujourd'hui, elle était avocate d'entreprise à Seattle, mais elle répondait toujours à mes messages comme si nous étions encore colocataires, en train de manger des burritos surgelés et d'analyser des séries juridiques. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas perdu de temps avec la compassion. Tu dois obtenir une procuration pour ton grand-père immédiatement. Elle m'a envoyé les formulaires. Je les ai imprimés à la bibliothèque et ramenés à la maison dans une pochette en plastique. Grand-père a lu chaque ligne attentivement. Il n'a pas posé de questions. Il m'a juste regardé, a hoché la tête une fois, et a signé. J'aurais dû faire ça il y a 1 an, a-t-il dit en posant sa paume sur la mienne. On est allé faire certifier les documents à la pharmacie cet après-midi-là. J'ai demandé au préparateur si le reste des médicaments de grand-père était prêt. Non. L'assurance n'avait pas encore autorisé le renouvellement. Apparemment, quelqu'un avait essayé de les récupérer avec une mauvaise pièce d'identité. Je n'ai pas demandé qui. Ce soir-là, après que grand-père est allé se coucher, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai rédigé une liste. 1. Annuler l'accès conjoint. 2. Ouvrir de nouveaux comptes. 3. Documenter chaque perte. 4. Couper la communication, au moins jusqu'à ce qu'on ait du levier. Quand j'ai ouvert Instagram, ils étaient tagués sur une photo, ma mère dans une robe portefeuille fleurie, un cocktail à la main, mon père avec des lunettes de soleil et une serviette d'hôtel autour du cou. Croisière au coucher du soleil avec mon amour. Mérité. Tant de paradis à Hatch. Les commentaires étaient remplis de cœur et d'envie. Des gens disaient à quel point ils étaient mignons, combien ils avaient l'air heureux. Je n'ai pas commenté. Je n'ai même pas ressenti de colère, juste une sorte de détachement creux, comme si je regardais des inconnus jouer un rôle que je connaissais d'autrefois par cœur. Le lendemain matin, j'ai préparé des pancakes pour grand-père, lui et fait du vrai café au lieu de l'instantané qu'il buvait, et j'ai mis ses médicaments sur la table, enfin renouvelés après un appel tendu avec la compagnie d'assurance. J'ai pris ses rendez-vous de suivi, organisé un service de livraison de repas, et laissé des notes près du téléphone au cas où il aurait besoin d'aide en mon absence. Pour la première fois depuis des années, je ne réagissais pas, je planifiais. À la banque, je me suis assise en face du directeur d'agence, expliquant la situation d'une voix qui ne me ressemblait presque plus. Calme, posée, professionnelle. J'ai fermé le compte familial conjoint, en ai ouvert un au nom de grand-père avec moi comme seul co-signataire, et j'ai fait stopper tous les prélèvements automatiques. J'ai gelé le compte de courtage. Il y aurait des démarches juridiques pour le reste, mais pour l'instant, il fallait stopper l'hémorragie. Quand je suis rentrée à la maison, grand-père dormait à nouveau dans son fauteuil, un vieux western jouant doucement à la télévision. Je lui ai mis une couverture sur les jambes et je me suis assise un moment à côté de lui, écoutant simplement le grincement du chauffage et le léger sifflement du vent contre les fenêtres. Cette maison, autrefois si pleine de chaos et de bruit, semblait différente maintenant. Pas vide, exactement, mais réduite à l'essentiel. Juste lui. Juste moi. Et c'était suffisant. Plus tard cette semaine-là, Rachel m'a mise en contact avec un avocat spécialisé en succession et en récupération financière en cas d'abus envers les personnes âgées. Nous avons déposé les documents nécessaires, gelé autant d'actifs que possible en préparant notre dossier. Je n'ai jamais appelé mes parents. Ils ont envoyé 2 textos, un banal « J'espère que tout va bien avec grand-père » et un autre une semaine plus tard « Dis-nous si tu as besoin de quoi que ce soit ». Je n'ai répondu à aucun des deux.
Lyric n'a pas envoyé de message du tout. Les jours se sont étirés en semaines, puis en mois. J'ai trouvé un nouveau rythme, gérer les soins de grand-père, faire des missions en télétravail quand je le pouvais, contacter les avocats, surveiller chaque dépense. Petit à petit, la maison a recommencé à vivre, plan de travail dégagé, frigo rempli, fenêtres ouvertes pour chasser l'air vicié. Un soir, alors que le printemps gagnait doucement sur la cour encore gelée, grand-père et moi étions assis sur le porche, emmitouflés dans des couvertures, buvant du thé. « Tu m'as sauvé », dit-il doucement, les yeux fixés sur l'horizon. J'ai souri mais secoué la tête. Non. On s'est sauvés mutuellement. Il a tapoté ma main, sa peau fine et chaude. Tes parents, ils ne comprendront pas ce qu'ils ont perdu avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Nous savions tous les deux qu'il avait raison. Le jour où le tribunal m'a officiellement transféré la procuration, je n'ai pas ressenti de triomphe, juste du soulagement. L'avocat m'a félicité d'avoir agi rapidement, m'a dit que grand-père avait de la chance. Mais je savais mieux. Ce n'était pas de la chance. C'était de l'épuisement. C'était des années à porter ce que personne d'autre ne voulait porter. C'était la décision silencieuse, encore et encore, de rester debout. Cet été-là, j'ai déplacé la chambre de grand-père au rez-de-chaussée pour lui faciliter la vie. Nous avons planté des tomates dans le jardin et repeint la balançoire du porche. Certains soirs, nous restions dehors à regarder le soleil disparaître derrière les arbres, l'air chargé du parfum du chèvrefeuille, et je repensais à toutes ces années où j'avais cru que l'amour ressemblait au sacrifice, donné jusqu'à ne plus rien avoir. Mais maintenant, je savais mieux. L'amour, j'ai compris, c'est aussi mettre des limites. Dire non. Choisir qui mérite les meilleures parts de soi et qui ne mérite rien du tout. Quand l'automne est arrivé, je n'ai pas envoyé de carte pour Thanksgiving. Quand Noël est revenu, je n'ai même pas cherché à savoir si mes parents étaient toujours à Maui ou si Lyric avait trouvé une nouvelle opportunité d'investissement. À la place, j'ai fait des biscuits avec grand-père, accroché une couronne sur la porte d'entrée, et illuminé la maison avec toutes les guirlandes lumineuses que j'ai pu trouver. Pour la première fois depuis longtemps, cela ressemblait à un vrai foyer. Et cette fois, je le savais, plus personne ne nous l'enlèverait.